Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Caribéenne et Scientifique. Aujourd'hui, j'ai interviewé Anna-Sophie Fiston-Lavier. Anna-Sophie est professeure à l'Université de Montpellier. Elle est aussi présidente de la Société française de bioinformatique. Et dans cet épisode, elle va vous présenter son parcours. Cet épisode est très riche, vous le verrez. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous apportera votre dose d'inspiration. À très vite. Bonjour Anna-Sophie, comment tu vas? Bonjour, oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va. Je suis super contente que tu sois sur le podcast parce qu'il y a eu deux doctorantes qui m'ont vraiment conseillé d'avoir cette discussion avec toi. Donc aujourd'hui, on va pouvoir échanger sur ton parcours, sur tes recherches. Sans transition, je vais te demander de nous dire un peu qui tu es, ce que tu as fait comme études et ce que tu fais actuellement. Ok, super. Alors, j'ai commencé par un bac scientifique où j'aimais beaucoup les mathématiques, donc avec une spécialité maths. Mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, on m'a conseillé, comme à beaucoup d'élèves, de prendre des parcours très généralistes. Donc, je me suis orientée vers médecine. À ma grande surprise, arrivée en médecine, ben, je suis tombée sur des enseignants passionnés qui m'ont fait découvrir et surtout voir la biologie d'une toute autre façon. Et c'est là que mes premiers amours pour la biologie ont commencé. Donc j'ai perduré en biologie, mais j'avais toujours cette appétence pour les mathématiques. J'ai eu l'opportunité en 2000 de voir ouvrir à l'université où j'étais, donc c'est l'université de Paris, Paris 6, Paris 7, de voir l'ouverture d'un nouveau master, d'un tout nouveau master de biologie informatique, donc l'un des premiers masters de bioinformatique en France. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas. Ah Alors oui. j'ai travaillé avec beaucoup de... en dilettante, totalement très relax, n'y croyant pas forcément, mais étant quand même très motivée par la bioinfo. Et en parallèle, pour, on va dire, sauver les arrières, au cas où, j'ai également postulé pour un master d'enseignement. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le master d'enseignement envoyait les réponses n'envoyait pas les réponses par mail, hein, c'était de l'affichage, Ah oui. alors que le master de bioinfo, c'était par mail, donc Ok. par courrier. Donc j'ai reçu la nouvelle et j'étais très contente et c'est devenu du coup mon premier choix. Mhm. Et j'ai continué donc après 2 ans de master en bioinfo par un DEA de génétique. Parce que du coup, il y avait quand même voilà, j'ai toujours été un peu entre les deux. Et donc, j'ai continué par la génétique, où là, j'ai pu mettre en application mes connaissances de bioinfo pour des problématiques de génétique. Donc, j'ai commencé à m'intéresser sur la drosophile. Donc, j'étais dans le laboratoire de Dominique Angsola-BR, sous la direction d'Adi Kesneville, qui s'intéressait à l'impact des éléments transposables dans l'évolution des génomes de drosophiles. Donc, la petite mouche du vinaigre, un gros modèle d'étude qui passionnait et qui passionne encore beaucoup de généticiens. Et par la suite, alors c'est durant ma première année de thèse, là j'ai eu l'agréable chance, poussée par mon directeur de thèse, de présenter mes premiers travaux de recherche à un chercheur de Stanford, Mhm. Dimitri Petrov. Et alors que voilà, c'est toujours très impressionnant. Donc j'étais quand même très impressionnée. Ah oui, en plus J'ai en quand même première mal. année. Ouais. Oui, voilà. Et je me suis quand même lancée. J'ai réussi à présenter mes projets de thèse. Et en fait, à mon grand étonnement, il a été très impressionné et Hmm. m'a proposé de le rejoindre pour un postdoc. Ah oui, donc en première année de test, tu savais déjà que tu avais quelqu'un qui voulait te prendre en postdoc. C'est assez fou, Oui. hein? Alors, ça, c'était quand même pas mal. Ben Bien oui. évidemment, je me suis dit, c'est un Américain, peut-être qu'il en rajoute Ouais. un peu. Mhm. Voilà, les Américains sont toujours très élogieux. C'est vrai. Mais comment savoir si c'est vrai ou pas? Et là, j'ai été agréablement surprise puisque durant les années qui ont suivi, pendant ma thèse, on s'est vu à différentes conférences internationales et il m'a relancé.
Mhm. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça devenait concret. Ben oui. Et à la fin de ma thèse, avant même d'avoir soutenu ma thèse, ben, il m'a dit, il était de passage à Paris, il m'a dit, bon, faut qu'on se rencontre, faut qu'on parle sérieusement maintenant. Donc j'ai soutenu ma thèse le 26 mars 2004 et le 13 avril 2004, j'étais dans l'avion et Ah oui, j'atterrissais à l'université de Stanford en Californie, aux excellent. États-Unis. Donc Mhm. c'était une grosse aventure et j'y suis restée 5 ans. Et alors, l'idée là-bas, c'était de travailler, bah, c'est d'avoir de nouvelles compétences, mais de rester dans la continuité de l'évolution et de la génomique, et surtout, du coup, de m'intéresser à la génomique des populations de drosophiles. Donc, en gros, c'était vraiment une ouverture scientifique avec des opportunités juste énormes en termes de rencontres, de réseaux. Mhm. Et ça a été vraiment 5 années magnifiques pendant lesquelles j'ai commencé également à monter une start-up. Donc, ce qu'il faut savoir, j'étais dans la Silicon Valley, donc une Ouais, ambiance mais oui. très Facebook, Google, une ambiance très start-up. Donc, j'ai commencé aussi à monter ma start-up avec, en collaboration avec mon directeur d'équipe. Et donc, pour des raisons familiales, à un moment donné, puisque j'ai eu mon premier enfant sur place, avec mon époux, on s'est dit, il serait peut-être temps de rentrer. Mhm. Donc là, il a fallu rentrer sur le continent où nos parents étaient. Et c'est de là que j'ai commencé à passer les concours. Alors, mon directeur de postdoc m'a dit, clairement, Anna, tu peux retourner en France, passer les concours. Si tu as le concours, c'est très bien. Si tu n'as pas le concours, tu peux rester en postdoc. Il Donc était ça, vraiment c'est satisfait de toi, hein. Je dois dire que c'était un certain luxe. En tout cas, j'avais C'est clair. une pression en moins sur mes épaules. Mais oui. Et, et je suis rentrée, on est rentrés tous les trois dans la région parisienne, d'où on était tous les trois d'origine. On est rentrés sur place, j'ai passé les concours. Et j'ai eu. Alors, j'avais pas envie de retourner à Paris Ah oui, pour bah une vie oui, familiale. j'imagine. Je suis partie à Montpellier pour visiter un laboratoire, le laboratoire dans lequel je suis actuellement. J'ai passé le concours là-bas et en fait, je suis tombée amoureuse de Hmm. Montpellier. Ah ouais, c'est Voilà. trop. En plus, Montpellier, c'est une super ville, j'aime trop aussi. Ouais, non, c'est vraiment une. J'ai retrouvé un petit peu, alors certains l'appellent la mini Silicon Valley. Ah Donc il y a oui. aussi une ambiance start-up. Et c'est vrai qu'on a du soleil. Mhm. Les gens sont beaucoup plus souriants, donc Oui. ça a joué pour une vie familiale, ça a joué énormément dans la balance. Et donc, donc ça fait depuis 2013 que que j'ai été recrutée maître de conférence donc à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, qui est un institut, comme le nom le dit, d'évolution, d'écologie, où on s'intéresse au processus d'adaptation micro et de macroévolution de espèces différentes. Et très récemment, j'ai été promue professeure d'université en 2024, donc en fait l'année dernière, depuis Ah, septembre 2024. génial. Et toi, comment enfin, par rapport parce que je pense que tu dois ressentir un peu la transition maître de conférence professeur, comment t'as senti ça? Tu vois, j'ai pas la chance tout le temps de pouvoir poser cette question-là. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti une différence? Alors, clairement, j'ai senti une différence vis-à-vis des collègues parce qu'il y a très Ok, peu de professeurs. ben oui. Donc, forcément, bah, ça a créé quelques petites tensions. Mhm, Mais par contre, en termes de recherche, en termes de perspective, c'est vraiment très agréable dans le sens où bah, on se rend compte qu'on passe à un autre niveau de notre recherche. On peut envisager des recherches un peu plus risquées, comme on dit. On a des opportunités qui s'ouvrent à nous, effectivement, ça mhm, c'est réel. Et puis bien évidemment, on est invité à certaines réunions et on devient surtout décideur. mhm. On peut devenir décideur de la vie de l'université, Ouais. donc de la vie de l'enseignement et de la vie de la recherche. Et Mhm. ça, c'est vraiment très important. Donc on ressent quand même une petite charge, une petite responsabilité qui va avec ce poste. Donc ça, c'est une petite charge supplémentaire qu'il faut apprendre à gérer. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment très agréable parce qu'on voit aussi dans le regard des étudiants, dans le regard des collègues,
voilà, que voilà, on le mérite Mhm. et ça fait du bien Mais aussi. oui, c'est trop bien, c'est top. Donc c'est super que je puisse faire le podcast à ce moment, puisque du coup, là, tu peux nous en parler, et c'est pas tout le temps qu'on a ces impressions-là, donc c'est super. Justement, tu nous as parlé de tes recherches. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais actuellement comme recherche? Oui, alors tout à fait. Alors en ce moment, donc j'ai commencé ma recherche à travailler sur les éléments transposables, qui sont des éléments répétés des génomes. Ok, Bien souvent, ces éléments sont un peu mis à la poubelle. D'ailleurs, pendant longtemps, on les appelait des junk DNA. ok, Donc, c'était des ADN poubelle. Pourquoi? Parce que bah, simplement avoir des éléments, donc des motifs répétés dans l'ADN, bah, ça perturbe les analyses fonctionnelles, puisque pendant très longtemps, c'est vrai qu'on s'est intéressé uniquement aux gènes, on s'est intéressé à l'aspect fonctionnel, et beaucoup plus récemment, on s'est rendu compte que, premièrement, on ne pouvait pas travailler à l'échelle d'un gène, qu'il y avait des réseaux de gènes, mhm, et plus récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interactions inter et intrachromosomiques et ces interactions permettaient d'expliquer aussi certaines fonctions de gènes et que les éléments qui pouvaient agir justement sur ces fonctions sont aussi des éléments répétés, ces éléments transposables, qui évoluent très rapidement et ok, donc qui ont un peu une évolution complètement autonome. Et donc, ma première question pendant ma thèse, c'était surtout comment ces éléments structurent le génome et comment le fait d'avoir des éléments répétés pouvait induire des réarrangements chromosomiques, ok, donc des duplications ou des inversions, ou d'autres réarrangements qui vont par la suite avoir un impact sur l'expression des gènes, bien évidemment, et du coup sur l'évolution des espèces. Pendant mon postdoc, je me suis plus intéressée à l'aspect populationnel, donc l'aspect aussi adaptation au changement climatique. Alors, ce qui est intéressant avec le modèle Drosophila melanogaster, c'est que c'est une espèce modèle pour laquelle on a beaucoup de données génétiques et c'est une espèce pour laquelle on a aussi beaucoup d'informations sur son aire de répartition, sur l'évolution de son aire de répartition. Et ce qui est fascinant avec la drosophile, c'est que c'est une espèce qui est originaire, comme beaucoup d'espèces de l'Afrique, et qui a envahi le mhm, monde en moins de 50 ans. mm, Ça veut dire que clairement, c'est une espèce qui a été vouée à l'adaptation. Et la question qu'on avait, c'est est-ce que ces éléments transposables, ces éléments répétés des génomes, ont pu jouer un rôle dans cette adaptation? ok, Donc, pour ce faire, il a fallu développer des outils bioinfo, d'où la biologie informatique. Donc, il mhm, a fallu développer des outils informatiques pour pouvoir détecter ces éléments transposables dans de nombreuses données populationnelles et ensuite essayer d'identifier les insertions d'éléments transposables, donc les éléments qui potentiellement qui peuvent être associés avec des changements climatiques, c'est-à-dire des éléments transposables d'insertion qui vont être précisément qui envoie un pattern particulier dans certaines populations en comparaison avec la population ancestrale qui est la population africaine. Et ok, donc, en faisant ces analyses comparatives, on a pu identifier plus de 300 éléments transposables ah oui, candidats mhm, et également sous pression de sélection positive, c'est-à-dire que ces éléments, vu qu'ils confèrent un avantage sélectif, ils sont maintenus dans les populations et donc tous les individus de certaines populations ont toujours ces insertions. Et là, j'ai une collaboratrice qui fait des analyses beaucoup plus de biologie moléculaire pour venir valider et essayer de comprendre la mécanistique sous-jacente de ces insertions dans le processus adaptatif. Et de mon côté, je me suis, on va dire, orientée plus vers d'autres modèles qui m'ont beaucoup intéressée, qui ont une adaptation, des profils d'adaptation totalement différents. Le premier a été Belgica antarctica. Donc, c'est un insecte qu'on retrouve uniquement en Antarctique, ok, mais pas dans le reste du monde. Alors que la drosophile, ce que je n'ai pas dit, il se trouve partout dans le monde, sauf en mhm. Ah, ok, voilà, donc c'était un peu l'opposé. ouais, Et alors, c'était très intéressant avec cet insecte qui vit dans les cailloux et qui reste. Alors, qui est dans un environnement vraiment très aride, puisque subit des vents de 400 km/h mhm, avec très peu de luminosité. Donc, même en termes d'entomologie, voilà, de morphologie, phénotypiquement, ce qu'on peut voir sur cet organisme, c'est un organisme qui essaye de maximiser la lumière, qui ne vole pas. Donc, c'est mhm, un des insectes, c'est un midge, comme on dit. Il ne vole pas.
Ce qui a été très intéressant, c'est d'identifier très peu d'éléments transposables et un génome très petit. Ok. Et l'hypothèse a été de dire que justement cet insecte a dû s'adapter à un environnement très aride, très rude. Et donc pour s'adapter à cet environnement, il y a eu en quelque sorte une conservation de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN a cherché, entre guillemets, le génome a cherché à éliminer tous les éléments non fonctionnels et non nécessaires à Mhm. la survie de cet organisme. C'est Ok. ce qui est pourquoi on retrouve très peu d'éléments transposables. Alors que dans un organisme qui serait en adaptation, en cours d'adaptation, là, on s'attendrait à avoir beaucoup d'éléments transposables. Et c'est Ok. exactement ce qu'on observe chez nos très chers moustiques. Du coup, en ce moment, je m'intéresse un peu plus aux moustiques. Et chez les moustiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une grosse part du génome qui est représentée par des éléments transposables Ok. et qui explique la grosse taille de ces génomes de moustiques qui sont actuellement en cours d'adaptation. Mhm. Donc la drosophile, c'était une adaptation passée. Ouais. Pareil pour Belgica Antarctica. Et alors que le moustique, ce qui est très intéressant, c'est un modèle Il est en qui est train de comme s'adapter. en train de s'adapter. Mais du coup, par rapport à cette question-là, comment tu fais pour savoir que la drosophile et le modèle que tu as étudié en Antarctique, qui s'adaptent plus? C'est parce que vous avez regardé sur plusieurs années, et vous avez remarqué que les génomes n'ont pas évolué, c'est ça? Alors c'est surtout que les entomologistes qui travaillent sur ces modèles n'ont pas observé de nouvelles aires de Ok. répartition. Ok. C'est-à-dire qu'on n'observe pas de drosophile, en tout cas déjà pour Drosophile melanogaster, en moins de 50 ans, on en a trouvé partout sur le globe. Donc on va dire la répartition est à son paroxysme. Mhm. Pour Belgica antarctica, c'est une espèce qui est très difficilement conservable en laboratoire et on s'est rendu compte, pareil, que c'était vraiment, elle ne pouvait vivre que dans cet environnement très aride. Alors que effectivement, pour les moustiques, là actuellement, on entend potentiellement peut-être des larves ou peut-être des traces d'Aedes albopictus en Guadeloupe et aux Antilles, Mhm. alors que jusqu'à présent, aucune espèce, aucun individu d'Aedes albopictus n'avait été détecté avant. Donc c'est plus de l'empirique, donc de l'observation, Ok. que effectivement l'analyse de génome qui nous permet de dire ça. D'accord. Après, l'analyse de génome nous permet d'expliquer peut-être comment ces éléments transposables vont jouer dans ce processus adaptatif. Ok. Et du coup, par rapport aux moustiques, puisque du coup c'est super intéressant, puisque ben, forcément le podcast c'est Caribéen et scientifique, et donc dans la Caraïbe, on sait qu'on a plusieurs moustiques qui sont assez dangereux pour la santé de l'homme. Alors déjà, j'ai une première question avant de parler des moustiques. Est-ce que les éléments transposables, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le génome humain ou pas du tout? Peut-être que ma question, elle est complètement à côté de la plaque ou... Pas du tout, du tout. Ok. Alors, j'aurais pu commencer par là Mhm. pour, expliquer la motivation de travailler sur les éléments transposables. Mhm. Ouais. Pratiquement chez toutes les espèces euh, séquencées et étudiées à ce jour, on retrouve des éléments transposables. Ok. Et ça, c'est vraiment assez intriguant parce qu'on se... Mhm. Et alors, il y a de très fortes similitudes entre les éléments transposables et les virus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les éléments transposables, en plus de se retrouver chez toutes les espèces, on a quand même une conservation de la structure de ces éléments entre Hmm. les espèces. Ah oui. Et on sait qu'il y existe également des transferts horizontaux Ouais. entre les espèces. C'est pour ça que D'où je te parlais entre moustiques et les interactions moustiques-hommes. Donc, ça veut dire que ça peut être c'est des possible. éléments qui peuvent être transférés du moustique à l'homme, par exemple quand il pique ou... Tout à fait. Comme les Ouais, virus qu'on c'est connaît, ça. la Mais dengue ou oui. autres, on ne peut pas exclure le fait que certains éléments transposables puissent être transmis entre les différentes espèces. Et pour aller plus loin sur ta question, plus de 2 tiers du génome humain est contenu d'éléments transposables. Ah oui, Ouais, c'est c'est pareil. énorme. Ouais, Tu vois, c'est fou qu'on n'en parle pas, tu vois. Enfin, je me dis quand même, c'est quand même pas un chiffre anodin. Et c'est, enfin, moi, j'ai eu quand même des cours de bio, c'est pas, on va pas parler de ça. Enfin, après, bon, ça fait peut-être, c'est récent, les éléments transposables ou, ah, pas du tout, pas du tu vois, mais tout. c'est Non. quand même fou qu'on nous en parle pas, alors que ça fait quand même 2 tiers du génome humain, quoi. Enfin, c'est beaucoup. Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pendant longtemps, ils ont été considérés comme de l'ADN poubelle. Donc, si tu vraiment à part, on les Hmm, mettait à côté. Et même dans les publications, ce qui est ok. très intéressant, c'est que ces éléments étaient vus comme
les éléments qu'on va retirer du génome avant l'analyse. Ou, D'accord. Ah oui. Donc même ouais, ah oui, voilà. quand même. Du coup, on n'en parlait pas. Ouais, donc on On les regardait regardait jamais. Ouais, ben jamais. oui. On les estimait pas parce Hmm. que malheureusement aussi, on n'était pas encore dans cette ère de séquençage au débit. Donc c'était encore très difficile d'estimer le contenu et puis on n'avait pas encore cette connaissance de la diversité des éléments transposables parce qu'après, parmi les éléments transposables, il existe énormément de différents types, différentes familles, superfamilles, donc c'est très complexe. Et on n'avait pas encore cette vision complète. Ah Et oui. c'est seulement Ouais. dans les années 2017 que certains groupes de chercheurs dans ma communauté ont essayé de proposer même une classification des éléments transposables, parce qu'on commençait vraiment à avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus globale et beaucoup plus réelle des éléments transposables dans les génomes, dans le vivant, de manière générale, quoi. Et c'est vrai que les séquençages de génome, les technologies de séquençage de génome ont ouvert cette porte Ok. et ont permis maintenant d'estimer très rapidement un contenu en éléments transposables d'un génome, même d'un organisme non modèle. Hmm. Ok. Tu nous avais parlé, enfin, on a un petit peu évoqué les interactions moustique-homme. Est-ce que du coup c'est un sujet sur lequel tu vas continuer à travailler? Enfin, je sais que tu as dit que tu as commencé à travailler dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que moi, ça m'intéresse vachement de savoir si les moustiques peuvent nous transférer des éléments transposables et si vous avez fait déjà des recherches dessus ou si c'est en cours. Euh, alors, c'est super intéressant que tu poses cette question parce qu'en fait, je suis aussi impliquée, j'ai rejoint un consortium de pangénomique humaine, où on est en train de séquencer des individus du monde entier pour Ok, étudier justement l'impact des éléments transposables dans la dynamique du génome humain. Mais c'est vrai que ce lien entre moustiques humains, alors je sais qu'il y a quelques laboratoires qui s'intéressent plus au niveau du des virus et des transmissions des virus, dont l'Institut Pasteur d'ailleurs. Mais par contre, à savoir est-ce qu'il y a un transfert des éléments transposables en soi, ça n'a pas ouais, encore été c'est abordé, mais super sachant intéressant, mais c'est qu'ils ont une clair. particularité, Mais oui. on va dire une spécificité virale, tu pourrais t'attendre à avoir effectivement ce transfert, mais en tout cas, non, ça n'a pas été étudié. Ok, et donc même pas non plus le fait que par exemple tu mettes un virus en contact avec ces éléments-là, est-ce que tu as une sur contamination? Je sais pas comment on le dire parce que tu vois comme je travaille beaucoup avec des biologistes mais j'ai pas forcément tous les termes, mais est-ce que du Ouais, coup le c'est la virus compétence c'est vectorielle ça, est-ce qu'il est qui change. surexprimé ou est-ce que tu vois c'est super Ouais. intéressant ces questions-là. Alors ça, c'est des questions qu'on a prévu d'aborder du coup dans le cadre de notre collaboration avec l'Institut Pasteur Ok, Guadeloupe et l'Université des Antilles, top. dans le cadre du projet EWA. Puisque du coup, dans ce projet auquel on a répondu à un appel il y a quelques temps, et dans ce projet, l'idée justement, c'est dans un premier temps de mieux comprendre le génome et l'impact des éléments transcrits sur le génome d'Aedes aegypti, que c'est un génome c'est une espèce de moustique qui est déjà présente en Guadeloupe. Et par la suite, sur du plus long terme, et grâce à la belle interaction qu'on a eue ces dernières semaines, ben, on a envie de continuer à travailler ensemble et plus essayer de comprendre comment ces éléments transposables sont impliqués dans la virulence et du coup dans la transmission des C'est virus. ça. Non, c'est super intéressant. Et tu vois, en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu as commencé ta thèse sur un domaine donné. Et là, en fait, ben, c'est comme si tu décomposes toujours ta thèse, alors qu'au début, ben, tu commençais à faire les choses. Enfin, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que pour même tous les doctorants qui nous écoutent et qui sont un peu en manque de motivation, ben, une belle thèse, ça peut vraiment te permettre de construire ta carrière. Je trouve qu'en fait, tu as vraiment construit ta carrière autour de tout ce que tu as fait sur les éléments transposables. Donc, c'est vraiment super intéressant. Alors, effectivement, il y a cette ligne directrice, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que pendant la thèse, et souvent les étudiants se posent cette question, ils ont l'impression comment dire, on leur propose un sujet qui est gravé dans le marbre, et Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être à eux de prendre en main leur sujet et d'amener le sujet là où ils ont envie de l'amener, bien exactement. évidemment en fonction des résultats au fur et à mesure de Oui. la thèse, mais ils pourront amener ces résultats et amener leur thèse vers une direction proposée ou pas. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé de la passation, ou en tout cas le passage plutôt, entre la thèse et le postdoc, ça a été mon encadrant Hmm. qui
qui a été vraiment très bienveillant, mais surtout scientifiquement, qui a été pertinent, puisque Mhm. il aurait pu ne pas me conseiller ou me conseiller quelque chose qui soit complètement en sa faveur, puisque lui, il a changé de thématique, il a été plutôt vers les plantes, donc il aurait Ok, très bien pu me bien dire, sûr. viens avec moi du côté des plantes. Et en fait, il a été dans cette bienveillance et dans cette réflexion scientifique en me disant, par rapport aux compétences que tu as acquises pendant ta thèse, ce qui serait intéressant par rapport scientifiquement, ce qui serait en demande, et là où effectivement il y aurait une place à prendre, ça serait aller sur ce côté populationnel, ce côté Mhm. beaucoup plus large. Ouais. Donc au lieu de voir sur un individu, mais voir sur plein d'individus. Pourquoi? Mais parce que ça permet de répondre à des questions différentes, mais surtout ça reste en continuité avec ta thèse et surtout que ça m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences C'est qui ça. étaient des compétences recherchées ou en tout cas des compétences voilà, qui étaient très demandées à l'époque en recherche et plus précisément en biologie. Et après, ce qui m'a aussi, alors j'ai envie de dire le réseau. Ouais, Le réseau. c'est clair. Ah ouais, c'est Ce qui m'a important. beaucoup aidé par la suite, ça a été pendant mon postdoc, j'ai pu rencontrer et discuter avec énormément de différents chercheurs grâce aux conférences, grâce aux séminaires. Et ça m'a permis de me rendre compte en fait des questions qui n'avaient pas forcément été abordées, mais qui auraient été intéressantes. Mhm. Là que la question moustique m'a paru pertinente. Ouais, tout à fait. Ah, bien évidemment, j'ai pas été la seule à m'orienter sur cette diagnostic. Mais bon, j'avais quand même des compétences qui étaient compétences bien faux que j'ai pu valoriser. Donc, je me suis orientée vers cet aspect-là. Et alors après, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est aussi euh, ne vous enfermez pas dans un sujet. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'adore avec ce métier, ce que j'adore avec la recherche, c'est qu'on a la possibilité de s'ouvrir Oui. à d'autres sujets et même de réaliser des Mm. rêves d'enfants. Vraiment. Et j'ai un exemple que je cite très souvent, qui est un exemple d'un collègue qui travaille sur les éléments transposables, mais qui rêvait de prendre le Nautilus, d'aller prendre un sous-marin et d'aller fouiller dans les fonds marins. Et un jour, pendant une conférence, il a réussi à discuter à rencontrer plusieurs personnes qui lui ont parlé justement des eaux, des sources chaudes marines et de là, suite à plusieurs discussions, il a réussi à... Donc il est parti de la drosophile pour s'intéresser aux crevettes dans des régions extrêmes et à travailler sur les éléments transposables Ouais, c'est dans top. ces organismes. Et donc pour accéder à ces données, bah, il a dû prendre ce fameux C'est sous-marin. génial. Et là, il a réalisé son rêve. Et Mais donc, oui. ce qui est beau avec ce métier, c'est on a une flexibilité. Il faut se donner les moyens, il faut pas avoir peur de bouger, Mm. par contre. Oui, Euh, clairement. euh, J'aurais tendance à dire que mon postdoc aux États-Unis m'a ouvert Mm. énormément de portes. Mais Euh, encore fallait-il y aller, tu vois. Parce que tu as des personnes qui n'aiment pas forcément l'aventure, on va dire, parce que quand même, c'est l'aventure. Du coup, faut aussi avoir cette force de caractère là, je pense. alors, il faut cette force de caractère ou peut-être simplement une sorte d'inconscience ou de légèreté ou de naïveté. Je ne Aussi. savais pas trop comment le décrire. Ou une envie de changement aussi. Oui, aussi, oui. Euh, mais je dois avouer que bon, je suis pas partie toute seule, je suis partie avec mon Ouais. mari. Mm. Déjà, ça Ça aide, rassure un peu, ouais. Mm. ça rassure un peu. Mais par contre, clairement, j'avais énormément d'appréhension. Je ne connaissais pas du tout l'université de Stanford, je savais même pas du Mhm. tout. Et ton anglais, il était bien? Non. Alors, je parlais très bien espagnol. Ok. Du coup, il y a une très forte communauté mexicaine en Californie. Qui a été adorable et très Ouais. accueillante. Euh, donc on a pu rapidement repasser permis de conduire, retrouver Mm. un logement. Donc c'est quand même c'est recommencer un bout de vie quand Oui, même. ah Donc oui, c'est pas, ah oui. je recommande aussi de faire beaucoup d'économies avant puisque du Mhm. coup il y a beaucoup d'investissements à Mhm. refaire. Mais très rapidement, au bout allez, on va dire 5 mois sans se faire violence, le switch de l'anglais s'est mis en place Ouais, et bah oui. ça a été, Oui. ça a été un pur bonheur dans le sens où d'un seul coup, on comprend tout ce qui se Mm. passe.
et surtout que ce sont des compétences qu'on ne perd jamais en fait. Exactement. C'est vraiment Une ça. fois qu'on les a acquises, bah, elles sont là. Ouais, à n'importe quel moment, tu peux ne pas. Enfin, moi, ça me le fait. Tu peux ne pas parler anglais 1 an ou 2 ans. Tu vas quelque part, ça revient. C'est fou, hein? C'est ça, exactement. Mm, Et ça, c'est des compétences pour moi qui n'ont pas de prix parce clairement. que euh, en recherche, mais pas seulement en recherche, on voit que simplement le fait de voyager dans un autre pays, bah, ça permet d'avoir moins d'appréhension. Donc c'est vrai que ça nous a un peu obligés à nous faire un choc, on va Mhm. dire, culturel sur une courte période, mais ce choc en valait vraiment la peine, dans le sens où derrière, voilà, c'est les connexions, le réseau que j'ai pu établir. Alors c'était quand même en 2004. Jusqu'à présent, Ah les oui, personnes que j'ai rencontrées là-bas, on est toujours en mais contact, oui. toujours très proches même. Mhm, Et scientifiquement, mais dès qu'on a besoin d'une certaine compétence, on recherche le meilleur interlocuteur par rapport à un modèle, un organisme modèle dans lequel on a vu un pattern ou un profil qui était proche de celui sur lequel on travaille ou celui qu'on vient d'identifier, bah, on peut très rapidement trouver un interlocuteur et ouais. ça, bah, ça change toute la donne en Ah oui, recherche. ah oui. Tu On- vas plus vite. C'est... Non, clairement. Là où tu aurais pris beaucoup, beaucoup de temps, ben, tu as tout de suite l'information qu'il te faut et tu sais que la personne est compétente et que ça va avancer, quoi. Mm, Exactement. mm. Et puis après, il y a aussi ce réseau nous ouvre aussi des portes vers d'autres consortiums, d'autres réseaux, donc des opportunités de collaboration. Donc les gens aussi viennent nous voir, bon, les gens parlent de nous, viennent nous voir. Mhm, Donc du coup, c'est vrai que ça donne une toute autre dynamique de recherche et je le vois en comparaison avec des collègues qui ne sont pas partis et qui, du coup, n'ont pas la même vision, n'ont pas aussi ce côté euh, prix, appliqué pour des prix, mhm. appliqué pour des travel awards, des bourses de voyage, des choses comme ça. Ils vont pas avoir forcément ce réflexe, en fait. Mhm. Mais Et justement, c'est super intéressant que tu dis ça parce que euh, je pense qu'on postule pas assez. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, si tu as réussi à obtenir ben, ce type de prix, de Travel Award, tu vois, est-ce que tu as réussi à, pendant ta carrière, ça peut aider aussi, est-ce que tu as certains organismes que tu peux citer pour des jeunes qui souhaiteraient faire comme toi? alors, la première chose que je recommanderais, alors ça, c'est ma casquette présidente de la Société française de bioinformatique. Ça va être de se rapprocher des sociétés savantes Mhm, du domaine dans lequel vous travaillez. Pourquoi? Parce que les sociétés savantes ont pour but justement d'aider la communauté, d'animer la communauté. Donc nous, et je sais que beaucoup d'autres sociétés savantes mettent en place des bourses de voyage pour aider les jeunes généralement à se rendre à des conférences. mhm, Et là où je suis très fière, c'est que en étant présidente, ce qui me tenait à cœur, c'était de mettre en place des bourses pour les ultramarins. mhm, Et ça, on n'en a pas. Donc, ouais, généralement, les bourses sont les mêmes. Le montant est le même mhm, pour tout. Une des premières, alors c'est pas une réforme, mais une des premières actions que j'ai pu mettre en place, ça a été, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir des bourses avec un montant différent, clairement, un montant qui soit plus réaliste bien sûr, pour justement les ultramarins, sachant que les frais ne sont pas du tout les pas mêmes du tout. et que du coup, ça mérite d'être repensé. Donc ça, c'était quelque chose Ouais, qui a c'est été mis en génial, place. c'est top. Ouais. Et alors après, je sais qu'il y a des sociétés internationales, comme la Société de biologie moléculaire et évolution, SMBE, Ok. qui mettent en place aussi des bourses de voyage régulièrement pour venir à leurs conférences. Mhm. Et on va dire que le taux de candidature on va dire le taux de réussite est quand même assez élevé. Ok. Que l'idée, c'est d'avoir un candidat motivé, donc un jeune motivé, qui souhaite présenter. Donc la contrepartie, généralement, c'est qu'on ne va donner des bourses qu'à des participants ou des membres de la communauté qui souhaitent présenter leurs travaux de recherche. Donc ça, c'est aussi très important. Ces mêmes sociétés savantes mettent en place des prix pour les meilleurs posters, les meilleures présentations orales, euh, les meilleurs papiers, etc. Et là, j'encourage énormément de monde à postuler
Parce que là aussi, en fait, c'est sortir du lot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un CV, avoir ne serait-ce que j'ai eu tel ou tel prix, mais ça montre aussi une dynamique de recherche, pas seulement la Exactement. recherche, mais ça Ouais, montre que à côté de ce qui s'est passé en recherche, le candidat a aussi été acteur, clairement. moteur, et que Ouais. du coup, son travail a été reconnu. C'est ça. Et puis, il a envie aussi de transmettre, d'informer, de vulgariser, de dire un peu sur quoi il travaille. Ça, c'est super important aussi, qu'on soit pas juste dans nos labos et puis qu'on transmette pas ensuite les informations enfin, les données, enfin, tu vois, les résultats qu'on génère. C'est super important aussi. Ouais, Mm, tout à mm. fait. Et alors après, dans le reste de ma carrière, ben, j'ai eu alors pendant ma thèse, j'ai appliqué à ces différentes bourses, ces différents awards. Pendant mon postdoc aussi. Alors ça permet aussi que financièrement, c'est pas Ah, négligeable bah, je parce que suppose. si on décide d'aller à une conférence et que le laboratoire Ne ne peut peut pas pas, mais oui. financièrement Mm. ou ne souhaite pas, des fois Mhm. le Oui, des fois, laboratoire, oui, tout à fait. C'est pas voilà, dans c'est ses pas dans les priorités, priorités. Tout tu à fait, vois. c'est pas dans les Mm. priorités. Parce que c'est une nouvelle conférence, parce que justement, c'est une conférence qui sort un petit peu du cadre, mais dans laquelle, vous savez, l'étudiant sait qu'il va apprendre énormément de Mm. choses en allant dans cette conférence, ou peut-être rencontrer un nouveau réseau. Bah, il faut pas se lésiner, faut y aller. Alors, bien évidemment, il faut toujours demander l'autorisation au Bien PI. sûr, Ça nous c'est fait pas mettre en important. porte-à-faux. C'est important. Mais c'est vraiment une plus-value. Après, en tant que jeune doctorant, postdoc, il y a les bourses L'Oréal. Oui. Donc là, je m'encourage beaucoup et je Mhm. sais qu'il y a une belle dynamique en Guadeloupe pour les bourses L'Oréal. Il y a également, du coup, bah, ma thèse en 180 180. secondes. Ouais, tout à fait. Oui, On a pas mal de lauréats oui. aussi euh, qui ont fait un beau travail là-dessus. Alors, ça demande beaucoup de travail, par contre, C'est énormément. mais on va dire que c'est un prix qui est non négligeable et qui montre aussi une certaine pédagogie. Je pense Mhm. que ça met tout en avant, l'aspect pédagogique des candidats et comme tu disais tout à l'heure, la volonté de vouloir transmettre, de vulgariser, mais transmettre surtout ses recherches. Donc ça, c'est quand même une belle Ah compétence à l'heure oui, actuelle. clairement. Et puis après, bien évidemment, il y a, alors pour les maîtres de conférences, il y a l'IUF. Ok. Donc c'est une récompense que j'ai eue aussi, c'est l'Institut universitaire de France qui récompense les enseignants-chercheurs de moins de 40 ans Hmm. qui sont, on va dire, qui évoluent dans leur carrière. Et donc, il y a tout un dossier à rédiger, Ok. donc demande de financement. Ouais. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette application, il y a énormément d'avantages. Hmm. On a une grosse décharge d'enseignement. On ne fait plus que 64 heures Ah d'enseignement oui, au-dessus d'accord. Quand tu as ce prix-là, tu es déchargé, mais tout le temps. d'enseignement pendant 5 ans. Ah oui, quand même, hein. Pendant 5 ans. Ok. Donc, il y a toute une remise de médailles, etc., qui se fait à Paris généralement. Euh, Tu as donc, la médaille, cette décharge d'enseignement, mais tu as également de l'argent, Mhm. 75 000 euros Ah bah oui, c'est pas négligeable. pour ces 5 ans, donc ce qui revient à peu près à 15 000 euros par Mhm. an, ce qui permet d'avoir on va dire pour de la recherche, un matelas plutôt Tout à fait. agréable pour aller de conférences, C'est payer les ça. publics. Mais oui, mais oui. Ça, c'est quand même, ça a quand même un sacré coût. Et puis après, il y a aussi les primes. Donc, Mhm. par défaut, on reçoit aussi les primes. Donc, ça permet d'être dans un cadre, Mhm. on va dire, très propice pour relancer sa recherche ou prendre en main des nouvelles recherches. Mhm. Donc, je crois Cédric Villani qui a eu ce prix Ok. aussi. Et il expliquait que c'est grâce à cette période des 5 ans avec ce prix qu'il a pu relancer sa recherche et obtenir plus tard les fameux prix très célèbres en mathématiques euh, qu'il a réussi à Ah décrocher. oui, c'est important. Et donc ça, c'est important de prendre ces pauses-là. Pour les chercheurs CNRS, Mm. il y a les fameuses médailles CNRS, de bronze, Oui. d'argent, d'or, qui sont là également très, très méritantes. Alors à chaque fois, c'est intéressant parce que la majorité des prix donnent plutôt de l'argent pour la recherche. Mais par exemple, L'Oréal, ce qui est important, et je ne sais pas si ça va motiver certains, mais c'est de l'argent pour soi-même. C'est ça. Et ça, c'est pas J'ai vu négligeable la différence, c'est clair. Ben oui. Mm, mm. parce que lorsqu'on part en postdoc et qu'on doit se Ben oui. réinstaller, Payer le recommencer. logement, enfin voilà quoi, Tout à fait. Tout à c'est fait. compliqué. Donc il y a certains prix. Donc, il faut aussi voir les prix en fonction de ses besoins. Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu ça.
Après, il y a le prix aussi de la Case aux Dômes. Oui. Alors, la Case aux Dômes, c'est une association pour aider les ultramarins, des ultramarins, pour aider les ultramarins et surtout pour mettre en place un réseau Mm, et pour mettre en avant l'excellence ultramarine. ouais. Donc, c'est tous les ans, il y a une remise de médailles avec bien évidemment des candidatures à mettre en place pour mettre en avant. Alors, il y a deux catégories, si je me Oui, trompe, il y a deux catégories, effectivement. Je me souviens. Je les crois que jeunes ouais, talents c'est ça, les jeunes talents et puis les talents confirmés. C'est ça, parce et que les j'avais talents regardé. confirmés. Ouais. Les talents confirmés. Alors, il faut pas du tout faut pas du tout hésiter à Ouais. appliquer parce que ce que j'ai trouvé très enrichissant, donc j'ai eu cette médaille en 2015, et ce que j'ai trouvé très intéressant, ça a été ne serait-ce que rencontrer le réseau et de Eh voir oui. tous ces talents Mhm. réunis dans la même pièce, chapeautés par un groupe d'intellectuels qui étaient en train de valoriser. Donc en plus, on prend plein de compliments, alors c'est très agréable. Mais bon, soyons honnêtes. Mais ça a été vraiment très impressionnant. Mhm. Ça se passe généralement aussi, je sais plus, mais dans un très beau bâtiment, de très beau bâtiment de Paris. Ok. Et on a aussi bien des talents scientifiques que des Mhm. talents artistiques. Ouais, ça c'est top. Euh, et c'est vraiment impressionnant. Après, une fois qu'on est rentré dans ce réseau, ce qui est vraiment très bien, c'est que ben, on se sent un peu moins seul. Mm. Et on a la possibilité de rencontrer d'autres membres de ce réseau. Malheureusement, la majorité des rencontres ont lieu sur Paris. Donc, Mhm. étant Eh oui. éloigné, c'est Mm, un peu mm, plus mm. compliqué. Mais il y a beaucoup de discussions autour de la vie sur le continent lorsqu'on est ultramarin et lorsqu'on a surtout vécu Mm. toute notre vie aux Antilles. C'est très Ben compliqué. oui. Ce changement de vie n'est pas anodin. Donc, on a beaucoup d'appréhension, beaucoup de questions. On se sent très isolé. Et donc, l'idée de cette association, c'est aussi de pouvoir recréer un environnement bienveillant, mais, mais toujours pour nous pousser vers le haut, toujours Ouais. très intellectuel et très productif. Ouais, non, Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour toutes les sources, les informations que tu nous donnes. Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a. Enfin, même moi, des fois, je regarde un peu ce qu'il y a. Je trouve, tu vois, et je trouve qu'il n'y a pas un truc où je vois, il y a tel truc, tel truc, tel truc, tu vois. C'est super intéressant que, même si tu nous, je sais qu'il y en a plein d'autres, mais déjà, ça donne quand même une idée d'où postuler. Donc, c'est vraiment bien que tu puisses nous parler de ça. Et ben, du coup, Anna-Sophie, tu es d'origine guadeloupéenne, si je me trompe pas. tout à fait. Du coup, est-ce qu'un jour, tu aimerais retourner travailler en Guadeloupe ou si tu veux pas rentrer travailler en Guadeloupe, est-ce que c'est important pour toi de focaliser tes recherches quand même en lien avec les besoins du territoire? Alors, je t'avouerai que quand j'ai commencé ma recherche, quand j'ai commencé ma thèse, c'est vrai que j'étais focalisée sur l'aspect recherche. Et c'est depuis que j'ai eu mon poste, je me suis rendu compte que enseignant-chercheur, ou même quand tu es scientifique, quand tu arrives dans la recherche, tu ne fais pas que de la Mm, recherche. Il y a aussi une responsabilité derrière. ouais. Comme tu parlais tout à l'heure très bien de la transmission du savoir. Donc, je suis amenée, on me propose de faire des présentations orales, de parler de big data, de séquençage au grand public. Et j'ai été aussi président du jury de bac, par exemple. Je ne savais pas que c'était les enseignants-chercheurs qui signaient les diplômes du bac. Donc, à Ah, mais partir moi du non moment plus, je savais pas, c'est excellent. oui, entourée par les enseignants du C'est lycée, fou. était la présidente du jury de bac. Et c'est Ah toi qui oui, dis si on donne le bac ou pas. excellent, je savais pas du tout. Moi, j'ai découvert un autre monde. Mais En fait, oui. un Mhm, monde de responsabilité, responsabilité même envers la société. Et effectivement, depuis que j'ai pu avoir cet aperçu, j'ai clairement eu une envie de vouloir travailler mm, dans la recherche pour justement me rapprocher des Antilles, me rapprocher de mon île et de voir comment mettre en avant mes compétences et comment mettre mes compétences au service de mon île. D'où on va dire, le fait d'avoir répondu à cet appel à projet CNRS MITI.
qui est dédié aux Antilles. Et alors, la bonne nouvelle, comme ça je fais un petit peu de teasing, il va y avoir normalement des appels à projets CNRS MITI ouverts pour la Guyane, pour la Réunion et alors peut-être pour la Polynésie également. Et donc, ce sont des appels à projets qui permettent de financer sur 2 ans des projets pour des thématiques spécifiques des différentes îles, des différentes Ah, bah régions. c'est top, je connaissais même pas. Euh, Tu vois, c'est trop bien. Ouais, et alors le CNRS MITI, l'idée, c'est d'avoir, il faut qu'il y ait 2 partenaires à minima, un partenaire CNRS, ou même, attendez, moi je suis pas CNRS, mais mon laboratoire Mhm. étant rattaché au CNRS, du coup j'ai pu porter le projet, en collaboration avec l'université locale. Donc Ok, là, pour moi, c'est l'Université des les Antilles, Antilles. ouais. Donc on a pu porter le projet à deux avec David Couvin, qui est récemment aussi maître de conférence à l'Université des Antilles. Ok, ouais, c'est top. Et il va y avoir voilà, la même chose Mais oui, pour... c'est bien, comme ça, d'autres pourront faire comme toi, donc c'est génial. c'est ça, tout à fait. Non, mais c'est super. Je trouve ça top que tu aies cette envie parce que, bon, après, ça, tu aurais pu me dire non, ça m'aurait pas choqué non plus. Enfin, tu vois, ça dépend aussi vraiment des envies de chacun. Mais c'est vrai qu'on est quand même, en tant que qu'antillais, fortement attaché à nos territoires. Donc, ça m'étonne pas ta réponse. C'est important Oui. pour nous. On a quand même, c'est une petite famille quand même. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous et c'est bien que tu aies envie de faire ça parce que tes recherches, je sais que il y a plein de choses à faire, je pense. Sur nos territoires avec ce que tu as déjà fait. Ne serait-ce qu'appliquer ce que tu as fait sur nos territoires, c'est déjà bien, ça serait déjà top. Ben, Anna-Sophie, on arrive sur la fin du podcast. Pour terminer, j'aurais aimé que tu donnes un peu une petite dose d'inspiration à des jeunes femmes qui aimeraient un peu suivre ton parcours. Ok. Plutôt, on va dire des jeunes femmes doctorantes, parce que c'est vrai que comme c'est parti un peu de ça, enfin, l'origine un peu de ton interview, c'était deux doctorantes qui sont venues me voir, donc j'aurais bien aimé que tu fais comme si tu leur adresses un petit message, parce que je pense que ça serait important pour elles de voir un peu comment elles peuvent suivre un peu ton chemin, tu vois. Ah, quelle responsabilité. C'est toi qui m'as dit que tu as plein de responsabilités. On continue. Ah, mais c'est ça, mais je te dis, ça continue, ça continue. Euh, alors, ce que j'ai tendance à dire, alors pas juste aux filles, et pas juste aux doctorantes, mais aux jeunes de manière Mhm. générale, ça va être, et c'est un peu mon credo, c'est no regrets. Mm. C'est-à-dire que je pars du principe que si on a un appel à financement ou autre, on veut commander une bourse, ou on veut aussi aller dans un laboratoire de postdoc et on se dit non, mais mon dossier ne sera pas à la hauteur, Ouais. euh, bah, qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer? Mm. À J'avoue. demander, en fait. Mm, mm, mm. On n'a rien à perdre. C'est vrai. Voilà. Et en fait, quand on n'a rien à perdre, mais je trouve que c'est le plus beau détachement qui soit parce qu'on se dit, au pire des cas, on me dit non, c'est pas grave, ma vie ne changera pas, Mhm. mes compétences ne changeront pas. Peut-être qu'à un moment donné, on va me dire non. Et si j'insiste, hein, parce que moi je suis un peu têtue aussi, ben, on va me dire oui. Ouais. Et c'est ce qui est passé pour mon premier stage de master. C'est que la première fois que je suis allée dans le laboratoire, j'ai fait ma thèse, on m'a dit non. On Mm. m'a dit non, 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 tu n'as pas ce qu'il faut pour faire un stage chez nous, tu es trop jeune, tu n'as pas encore les compétences. Et j'y suis retournée une deuxième fois et on m'a dit oui. Ah Et j'y bah, suis restée 6 ans. tu vois. Donc, Faut toujours ça veut... s'écouter. Exactement, Ouais. voilà. Donc, le mot de la fin, ça serait n'ayez pas de regrets. Euh, et puis, lâchez-vous un petit peu, dans le sens où on va tout le temps vous dire que tout est impossible. Mm. En fait, croyez en vous-même et surtout, écoutez la petite voix qui est en vous qui vous dit tiens, Béret, pas molly. Mais oui, c'est clair. Mais Voilà, merci beaucoup, hein. et on avance. Je pense que ça va aider tout, comme tu disais, pas uniquement les femmes doctorantes, mais tout le monde, tous les jeunes qui vont t'écouter. Parce qu'effectivement, c'est pas un podcast uniquement féminin, donc c'est important que je le dise, même si j'interviewe plus de profils féminins parce que je trouve qu'on est quand même sous-représenté. Donc voilà, c'est vrai que C'est pas c'est faux. c'est quand même important pour moi, mais c'est un podcast pour tout le monde. Donc merci beaucoup, Anna-Sophie, c'était super, j'ai appris plein de choses. Merci à toi, C'était Noémie. très très intéressant. Je savais pas ce que c'était les éléments transposables. Il y a plein d'infos que tu as données ben, qui vont servir, je suis sûre. Je tiens encore à te remercier pour ce moment et puis ben, je te dis à bientôt. Et merci à toi pour ton invitation. C'est un grand plaisir de discuter avec toi et j'espère effectivement que si ça peut inspirer au moins une personne, ça sera
tout gagné. Ah, c'est sûr que ça va inspirer quelqu'un. Merci encore. À Merci bientôt. beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.